Souhaite la bienvenue à tous, mais merci d'être là aussi nombreux pour cette rentrée. J'ai l'impression que c'est un super créneau, ça, pour faire un webinaire. Juste à la fin des vacances, avant qu'on soit tous repartis à fond dans nos activités. En tout cas, je suis contente de retrouver un certain nombre d'entre vous que j'ai eu la chance d'avoir en formation, j'ai envie de dire, toutes ces dernières années dans différents lieux. Aussi, bon, bah, là, c'est un webinaire qui s'adresse plutôt aux débutants, à ceux qui ne connaissent pas l'approche de Palo Alto pour l'instant. L'idée, c'est de faire un premier webinaire, un peu de présentation générale et de présentation de la formation de niveau 1. J'étais très surpris de voir le nombre d'entre vous qui avaient suivi la formation et qui s'inscrivaient de nouveau à ce webinaire. Je me dis que ben voilà, on a toujours des tas de choses à échanger, donc c'est aussi l'occasion d'échanger vos points de vue, d'échanger vos expériences à l'occasion de cette discussion d'aujourd'hui. J'ai prévu 3 temps pour la présentation de ce midi, j'ai envie de dire. Un premier temps qui présente de manière très générale et succincte l'approche de Palo Alto, et puis un second temps qui présentera plus particulièrement la formation de niveau 1, son déroulement, et ensuite un troisième temps pour à la fois avoir des témoignages des uns et des autres, et puis répondre aux questions que vous avez chacun et chacune, que vous vous posez soit à propos de l'approche de Palo Alto, soit au sujet de cette formation de niveau 1 que nous proposons. Et donc, c'est Carole qui me donne un coup de main en permanence pour faire de cette formation une réussite, et je la remercie chaleureusement. Alors, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Olivier Millet, j'ai pris l'habitude maintenant de me présenter comme jardinier relationnel parce que j'ai beaucoup de passion pour la permaculture, par exemple, et puis et beaucoup de passion pour un homme qui s'appelle Gilles Clément, qui est un peu notre jardinier national, qui a notamment fait les jardins du musée du Quai Branly, les jardins de l'abbaye de Valloire et les jardins du Railleul, pour n'en citer que quelques-uns, et dont je trouve le travail extrêmement inspirant pour le métier que nous faisons d'accompagnateurs de relations humaines au sein des organisations. Je trouve que ce dont lui parle se rapproche énormément de ce qui nous est proposé dans l'approche systémique de l'école de Palo Alto. Et donc, voilà, j'ai décidé comme lui, pour marquer une différence, de me nommer jardinier relationnel. Je fais ce métier-là depuis 25 ans maintenant. Comme je le dis habituellement, j'ai l'impression d'avoir du travail pour les 150 ans qui viennent encore avec l'approche de Palo Alto, tellement il existe de nœuds relationnels à l'intérieur des organisations. Et le sujet que je veux partager avec vous au cours de la formation que je propose, je trouve un sujet absolument passionnant, pour lequel, en fait, le modèle de Palo Alto euh, correspond véritablement à un changement de paradigme. C'est-à-dire que, en fait, tous, on est culturellement formés à une compréhension des difficultés des relations humaines dans le fonctionnement des organisations, la plupart du temps, par une approche qui est centrée sur les personnes, on va dire. Et même ça nous échappe, en fait, parce que ça fait partie de notre éducation, et donc on a plutôt des réflexes un peu qui consistent à essayer de comprendre les causes d'un problème, qui consistent à chercher un peu peut-être qui est un peu plus responsable qu'un autre dans les difficultés qui se présentent, etc., etc. En fait, on va avoir une approche qui va être radicalement différente avec l'approche de Palo Alto. On va passer d'une logique centrée sur les individus à une logique qui va être centrée sur les interactions entre les personnes. On n'a pas tellement l'habitude de raisonner de cette manière-là. Je vais vous expliquer très rapidement en quoi ça consiste. Alors, je vais passer au schéma suivant. Voilà, en fait, nous, chaque difficulté relationnelle auquel on s'intéresse dans le fonctionnement des organisations, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. Là, j'ai pris un exemple individuel entre deux collaborateurs qui s'appellent Alain et Bruno. Bruno a été embauché récemment, Alain ne veut pas de lui,
et Bruno cherche absolument à se faire une place dans la nouvelle organisation qui l'a recruté. Et donc, on a une jolie boucle interactionnelle qui se met en place, dans laquelle Bruno, pour de fort bonnes raisons, essaye de prouver qu'il est l'homme de la situation et que l'entreprise a eu raison de l'embaucher. Et Alain, pour des très bonnes raisons qui le concernent lui aussi, explique à Bruno qu'avant d'être un peu sous les feux de la rampe, il a à apprendre un certain nombre de choses et qu'il faut qu'il apprenne à patienter. C'est la première étape qu'il doit réussir pour réussir son intégration. Et donc, on a nos deux amis, Alain et Bruno, qui finalement se font la courte échelle, c'est-à-dire que plus l'un insiste pour prendre sa place, plus l'autre a tendance à rejeter ce nouveau venu et toutes les propositions qu'il peut faire. Et donc, on peut discuter longuement de cette situation pour essayer de la comprendre, de l'analyser. Nous, avec l'approche de Palo Alto, on va partir du principe que c'est la boucle interactionnelle entre Alain et Bruno qui crée le problème. On va dire que le conflit, en fait, le symptôme ou la difficulté, le blocage, résulte de la manière dont Alain et Bruno s'y prennent tous les deux comme des patates. Je ne sais pas si Simon s'est inscrit aussi sur le webinaire aujourd'hui, s'il nous a rejoint. Mais avec Simon, on est en train de préparer justement une BD pour le grand public pour expliquer un peu cette lecture interactionnelle d'un certain nombre de difficultés relationnelles qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Donc, avec l'approche de Palo Alto, on va partir du principe, et ça, c'est pas très habituel, que c'est la boucle interactionnelle qui crée le problème. Et donc, je vais revenir un petit peu en arrière. On est sur une approche qui est une approche non normative, non pathologisante, mais responsabilisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans des logiques d'accompagnement ou de management avec l'approche de Palo Alto, on n'a pas de point de vue normatif à revendiquer plus que les personnes qu'on accompagne. On ne sait pas mieux que les personnes qu'on accompagne ce qui est bon pour elles, et c'est plutôt elles qui vont nous indiquer ce qui est bon pour elles dans l'accompagnement qu'on réalise auprès de celles-ci. Ça, c'est le côté non normatif. Je ne sais pas mieux que les personnes que j'accompagne ce qui est bon pour elles. Le côté non pathologisant repose sur le fait que on n'étiquette personne en fait dans nos accompagnements pour dire faire des différences entre les sains d'esprit, les pas sains d'esprit, ceux qui ont un comportement bizarre ou pas bizarre. En fait, on part du principe que tout le monde a un comportement logique dans la situation, et on doit plutôt mettre en fait nos habits d'anthropologue pour essayer de comprendre, quand on intervient et quand on accompagne, qu'est-ce qui fait qu'un comportement qui pourrait nous apparaître étrange, peut-être surprenant ou quelquefois assez inhabituel, est un comportement tout à fait logique du point de vue de la personne qui a choisi de se comporter de la manière dont elle se comporte. Donc, le côté non pathologisant de l'approche repose un peu sur cet effort. Donc, vous voyez, en fait, on a un effort en termes de posture à faire pour laisser tomber des a priori ou des représentations qu'on pourrait avoir par rapport à la situation et s'intéresser beaucoup plus finement, en fait, au point de vue des personnes que nous accompagnons. Et le côté responsabilisant de l'approche de Palo Alto est aussi très intéressant parce qu'en fait, dans cette approche-là, on ne veut pas plus le changement que les personnes que nous accompagnons. En fait, on essaye de créer les conditions pour permettre aux personnes que nous accompagnons de se déterminer, c'est-à-dire nous indiquer assez clairement si elles souhaitent ou pas mettre en place des changements et les aider à mettre en place des changements si elles en sont d'accord. Et en fait, c'est cette détermination entre j'ai envie de mettre en place des changements ou j'ai pas envie de mettre des changements qui comportent le côté responsabilisant de l'approche de Palo Alto. Donc ça dépend aussi beaucoup de la posture de l'accompagnant ou de l'intervenant qui doit se retenir parfois de convaincre, ce qui est une tentation souvent très forte dans un certain nombre de situations d'accompagnement que nous pouvons mener.
Moi, je trouve, alors, donc, cette approche, en fait, je m'y suis formée il y a 25 ans, et quand je m'y suis formée, très rapidement, je me suis dit, ah, mais là, il y a vraiment une approche qui est intéressante pour le monde des organisations. Et depuis 25 ans, eh bien, j'ai cherché à développer, en fait, une lecture plus interactionnelle des difficultés relationnelles, des blocages dans les organisations ou des difficultés de changement à partir de ce point de vue interactionnel. Et j'ai toujours trouvé que c'est un peu moi, ma passion pour l'approche, c'est de trouver que cette approche est élégante, efficace et économique. Élégante parce qu'en fait, à partir d'interventions qui sont extrêmement minimalistes, on arrive à provoquer des changements très importants finalement, et dans un temps très bref, c'est presque parfois immédiat. Le côté efficace, bien entendu, c'est le rapport entre les moyens qu'on met en œuvre, je devrais plutôt dire même efficient, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. Je me rappelle d'une intervention d'un point de vue collectif que j'avais faite auprès d'un comité de direction où le dirigeant me disait que voilà, il était très surpris de l'ampleur des résultats qu'on avait atteints parce que jamais il aurait imaginé que dans une telle intervention, on puisse aller aussi loin dans la transformation du fonctionnement de leur équipe de direction. Et surtout, enfin, parce qu'en fait, dans cette approche-là, on va toujours privilégier des changements minimums, en fait, plutôt que des changements maximum. Et finalement, en privilégiant des changements minimums, on arrive à un très haut niveau de changement dans les accompagnements. Donc, ce qui est là aussi un peu paradoxal. Et puis, ben voilà, c'est une approche qui est très économique. Alors, pour ceux qui sont des intervenants extérieurs, ben, finalement, on arrive à faire des propositions qui ne sont pas trop chères pour les clients. On a un nombre de séances d'accompagnement qui est relativement réduit et pour lesquelles on va avoir des changements qui sont assez spectaculaires. Maintenant, l'utilité de cette approche interactionnelle tient dans le fait que c'est une approche qui est, j'ai envie de dire qu'il faudrait réserver à deux natures de situations. J'ai envie de dire les situations de difficultés managériales récurrentes, enfin de difficultés relationnelles récurrentes, c'est-à-dire un peu les situations dans lesquelles on a tout essayé, on a envie de passer tout le monde par la fenêtre, et puis finalement, on se dit, bon, allez, j'ai encore envie de tenter quelque chose. C'est là où l'approche interactionnelle peut présenter tout son intérêt. En fait, pour que ça marche bien, il faut avoir beaucoup essayé auparavant et avoir beaucoup raté en fait dans nos interventions. C'est là où l'approche constitue une alternative très intéressante. Et puis, il y a toutes ces situations en fait de résistance au changement que l'on rencontre dans les organisations. Ça, c'est très systémique. En fait, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà perçu ou le connaissent déjà, mais les systèmes ont horreur du changement. En fait, un système, j'ai coutume de dire qu'un système qui est en bonne santé, c'est un système qui résiste bien au changement. Et donc, avec l'approche de Palo Alto, on apprend à accompagner le changement d'une manière paradoxale. Et une manière paradoxale d'accompagner le changement, ben, c'est de davantage le freiner pour mieux l'accélérer. Donc, ça veut dire qu'il faut s'entraîner à travailler avec les résistances au changement plutôt que contre les résistances au changement. Et ça, c'est des choses qu'on apprend au cours de la formation que je propose d'une durée de 6 jours. Donc voilà, pour un aperçu très rapide de ce qui caractérise cette approche de Palo Alto. Pour aller plus loin donc, dans la présentation, alors proprement dit, de la formation, donc moi, ça fait plus de 15 ans que je fais de la formation à l'approche de Palo Alto. Sarah, c'était une de mes premières élèves, là, justement, ça remonte à quelques années. Et aujourd'hui, je propose deux niveaux de formation. Un niveau d'initiation qui est articulé autour de deux modules de 3 journées.
Et très sincèrement, je pense qu'à l'issue de cette formation, vous en aurez déjà suffisamment appris sur l'approche de Palo Alto pour pouvoir être à même de réaliser dès le lendemain. Je pense qu'Ilona pourra donner un témoignage tout à l'heure aussi, parce qu'elle s'est formée récemment et comme intervenante extérieure. D'ores et déjà, ça lui permet de faire des propositions très différentes en termes d'accompagnement dans les interventions qu'elle réalise. Donc, après, il faut pratiquer. En fait, au-delà de la formation, il faut pratiquer et j'ai bon nombre d'élèves qui continuent à être dans des groupes de co-développement et ça pendant plusieurs années, 4, 5, 6 ans pour certains d'entre eux, avec toujours la même passion. Donc, ce sont des groupes dans lesquels on traite exclusivement des situations d'intervention sous un angle interactionnel et stratégique. Et en fait, petit à petit, voilà, les choses s'inscrivent, le geste, la patine de l'intervenant interactionnel et stratégique se met en place. Maintenant, un certain nombre d'entre vous souhaitent aller plus loin aussi. Et là, on propose une formation de niveau 2 qui est un petit peu plus longue, en fait, qui dure le double en termes de durée. C'est 6 fois 2 jours, donc 12 jours, où là, on travaille essentiellement les entretiens, parce qu'en fait, avec cette approche-là, tout part des entretiens que l'on a avec les personnes concernées, d'un système, d'une équipe, chacun des membres, avec nos commanditaires. Il y a toute une manière un peu différente que l'on doit apprendre dans la façon de poser les questions, dans la façon de s'intéresser aux difficultés. Par exemple, ce que l'on essaye de faire d'un point de vue interactionnel et stratégique, c'est d'obtenir, quand on mène des entretiens, des informations sur des séquences interactionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une séquence interactionnelle? Eh bien, en fait, c'est le déroulement de A à Z d'une interaction dans une situation qui est une situation de difficulté. Donc, on dit aux personnes, oui, vous me dites que votre chef, vraiment, il n'est pas facile, il est pénible. Est-ce que vous auriez un exemple à partager avec moi afin que je puisse mieux comprendre ce que fait actuellement votre chef qui est particulièrement pénible pour vous? Donc, on commence comme ça, en fait. Et puis, la personne nous raconte un exemple et on dit ah oui, oui, d'accord. Et quand il se passe telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? Et comment vous réagissez à ce moment-là? Donc, bon, ça, c'est des questions qu'on peut avoir l'habitude de poser, mais après, je pense que les questions qu'on pose moins souvent, c'est par exemple, que se passe-t-il ensuite? Et comment vous réagissez alors? En fait, vous voyez, c'est par ce questionnement que moi j'appelle le questionnement systémique, que finalement on obtient ces séquences interactionnelles qui nous permettent de comprendre réellement comment fonctionnent les situations sur lesquelles on doit intervenir, j'ai envie de dire, dans la banalité de leur quotidien. Donc, voilà un peu notre offre de formation. Je vais la détailler un petit peu plus parce que lié à la formation de niveau 1, je suis en train de préparer une certification qui sera ouverte aux nouveaux élèves comme aux anciens élèves auprès de France Compétences. Le travail a avancé de manière significative. J'espère qu'il sera terminé d'ici la fin de l'année. Et on a fait un gros travail de repérage des compétences interactionnelles et de coaching d'équipe, en fait, qui sont concrètement travaillées à l'occasion de la formation. Alors, la première compétence, c'est de savoir utiliser un raisonnement systémique pour comprendre les blocages managériaux ou les changements infructueux. Donc ça, c'est vraiment commencer à s'entraîner à lire d'un point de vue interactionnel des situations de difficultés récurrentes. Et puis, c'est aussi travailler sur la posture. Donc le travail sur la posture commence à l'occasion de la formation de niveau 1 et se poursuit dans l'éco-développement et dans le niveau 2, bien entendu. Je pense que ça, c'est peut-être ce qui prend le plus de temps à acquérir. Enfin, c'est ce qui se patine avec le temps qui passe. C'est ce qui fait dire, par exemple, à Sarah qu'elle a souvent l'impression que je suis sous son épaule et que je lui donne quelques conseils sur la posture qu'elle peut adopter par rapport à certaines situations, je crois. En tout cas, ce qui est frappant dans cette posture-là, et ce qui
parfois n'est pas très facile, c'est que tout d'un coup, on est obligé d'être très impactant à partir d'une position basse sur la relation. Par exemple, dans le fait qu'on ne veuille pas plus le changement que les personnes qu'on accompagne, c'est un peu étonnant, hein, parce que dans la culture des entreprises, habituellement, c'est plutôt dire, allez, on compte sur vous, là, les responsables du changement, pour que vous embarquiez tout le monde. Et nous, les intervenants qui pratiquons en fait l'approche systémique et interactionnelle, eh bien, on va rentrer plutôt en freinant le changement. En fait, on va vraiment s'appuyer sur les difficultés. On va demander aux personnes de ne pas les changer trop vite parce qu'il pourrait y avoir des dangers. Il faudrait qu'on comprenne bien les choses avant que la situation puisse évoluer. Et en fait, ça gêne en fait parce que finalement, si on a quelqu'un qui vient donner un coup de main pour le changement et que le changement est freiné par cette personne-là, tout le monde a envie de prouver à l'intervenant qu'on est capable d'aller beaucoup plus vite que les choses, quoi. Et c'est là où ça devient un petit peu taquin, coquin, en fait, avec l'approche de Palo Alto, et qu'on s'amuse beaucoup. En fait, il y a quelque chose qui est très allègre aussi dans cette approche-là. Donc, on travaille beaucoup la posture au cours de la formation, on donne les premiers repères. Donc, on dit basse sur la relation, mais haute sur le cadre, haute sur la méthodologie. On sait très bien où on va, c'est très clair, c'est très précis. On a 5 questions dans notre grille d'intelligibilité des situations qui nous donnent très précisément la direction à suivre et qui constituent un point de repère très fort pour ne jamais être perdu dans la complexité des interactions aussi. Donc, ça, c'est très, très éclairant. Et puis, ensuite, on va travailler là plus à l'occasion du deuxième module. Donc, les 3 premières journées sont consacrées à l'apprentissage en fait du modèle, j'ai envie de dire, et les 3 journées suivantes de la formation de niveau 1 sont consacrées plutôt à l'extrapolation de l'utilisation de ce modèle pour des interventions sur des systèmes plus large, plus collectif. En fait, cette boucle que je vous ai montrée entre Alain et Bruno, est-ce que ça a du sens finalement de raisonner d'un point de vue interactionnel quand on doit intervenir sur une équipe, quand on doit intervenir sur un conflit entre 2 services, 2 villes, 2 pays, enfin, tout ça, jusqu'où peut-on prolonger la lecture interactionnelle des situations? Ben, c'est ce qu'on voit à l'occasion de la deuxième partie de ce premier niveau de formation, les 3 jours suivants, c'est l'extrapolation de ce qu'on a vu les 3 premières journées à un système qui est beaucoup plus vaste. Alors ça marche très bien, bien entendu, ce qui fait que moi, aujourd'hui, dans les interventions que je réalise auprès des organisations, je vais avoir à la fois des accompagnements individuels et des accompagnements collectifs, que j'appelle les interventions complexes. Et ces interventions complexes vont toujours débuter par un diagnostic interactionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic interactionnel? En fait, un diagnostic interactionnel, c'est un travail que l'on fait en préalable à une intervention sur un système plus large, plus complexe, pour comprendre l'équilibre de ce système, même si ça dysfonctionne. Il y a des dysfonctionnements qui se font dans des équilibres parfaits. Hein, on connaît tous des équipes dans lesquelles peut-être un certain nombre de personnes s'engueulent régulièrement, mais n'ont pas nécessairement envie que la situation change. On connaît tous des familles, peut-être, qui sont différentes des nôtres, dans lesquelles, bon, voilà, ça ne marcherait pas comme ça chez nous, mais là-bas, visiblement, tout va bien. Donc, euh, la notion d'équilibre doit être aussi comprise d'un point de vue non normatif. Et donc, pour réaliser un diagnostic interactionnel, en fait, souvent, on a besoin de réaliser tout un ensemble d'entretiens, alors d'un nombre plus ou moins grand selon le système sur lequel on intervient. J'ai envie de dire, tant qu'on est sur un petit système, on essaye d'être exhaustif, c'est-à-dire jusqu'à une vingtaine de personnes. Et puis, dès que le système est plus large qu'une vingtaine de personnes, alors là, on va s'appuyer sur un échantillon représentatif de la structuration du système. Et cet échantillon sera tiré au sort de manière aléatoire. Et en fait, on mène donc des interviews au cours desquelles ce qui nous intéresse,
en fait, c'est pas tant d'essayer de trouver l'explication de pourquoi la situation est difficile, mais plutôt d'essayer d'entendre la musique de fond. De quoi tout le monde nous parle, avec quoi tout le monde revient par rapport à la situation. Parce qu'en fait, c'est ce que l'on appelle des redondances interactionnelles. En découvrant ces redondances interactionnelles, en fait, ces redondances interactionnelles nous renseignent sur les règles de vie, sur la culture du système sur lequel il faut intervenir. Et en fait, c'est très difficile de faire changer des systèmes. C'est très difficile de provoquer des changements systémiques dans les systèmes sur lesquels on intervient. Et ça l'est d'autant plus qu'on n'a pas pris le temps, en fait, de comprendre l'équilibre d'un système. Et en fait, avec le diagnostic interactionnel, c'est vraiment un mode d'intervention un petit peu, là aussi, taquin ou coquin, je ne sais pas comment le dire, parce qu'en fait, on va fixer les personnes auxquelles on intervient sur un état des lieux partagé du fonctionnement de la situation. En fait, en ne luttant pas contre eux, en essayant de les convaincre de rien du tout, mais simplement en essayant de reproduire assez fidèlement, de partager avec eux assez fidèlement, le plus fidèlement possible, notre compréhension de ce qui caractérise leur fonctionnement, c'est ce qui nous permet de les fixer sur une position. Dès qu'ils nous ont dit oui, oui, c'est tout à fait ça, vous avez tout à fait compris, eh bien nous, derrière, on va venir avec notre explication en termes de boucle interactionnelle qui va montrer que quand les uns fonctionnent de telle et telle manière, fort logiquement, les autres fonctionnent de cette façon-là, mais quand les autres fonctionnent fort logiquement de cette manière-là, eux, alors, fort logiquement, ils réagissent de cette manière-là. Et en fait, on est obligé de créer cet état des lieux partagé avec lequel tout le monde va être d'accord pour pouvoir passer à l'étape suivante qui consiste à commencer à changer la situation en leur disant « Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ? Sur quoi voulez-vous vous mobiliser ? Qui a envie de quoi ? Qui est prêt à changer quoi dans le fonctionnement global du système sur lequel il s'agit d'intervenir ?» En fait, par le diagnostic interactionnel, on responsabilise tout le monde pour pouvoir transformer la situation ultérieurement. Donc, au cours de la formation, premier module et deuxième module, premier module d'un point de vue individuel, deuxième module d'un point de vue collectif, on apprend à mettre au point des interventions stratégiques qui ne soient pas plus de la même chose que ce que l'on a fait jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. Et on apprend, on commence à les prémices, hein, tout ça c'est aussi un travail de plus ou moins longue haleine, on apprend en fait, il y a une grande difficulté avec cette approche qui est d'amener les personnes qu'on accompagne j'ai envie de dire, à changer de position, à changer leur fusil d'épaule. L'expression n'est pas très belle, mais c'est difficile. Enfin, reprenons chacun un peu nos éléments d'expérience. C'est difficile parfois d'aller vers une posture qui est plus paradoxale. C'est difficile de freiner le changement quand on a pris l'habitude de l'accélérer. Alors comment vendre l'idée de mieux freiner le changement pour mieux l'accélérer, enfin de freiner le changement pour mieux l'accélérer, vous voyez, il y a quelque chose qui demande un petit peu de travail de mise au point, un petit peu d'entraînement, un petit peu de finesse aussi, un petit peu de taquinerie aussi, un petit peu d'espièglerie, en fait, j'ai envie de dire, pour petit à petit réussir à convaincre les personnes qu'on accompagne de tester, en fait. Alors, on va faire comment? Souvent, on va proposer des expériences. On va essayer de proposer des expériences en disant qu'elles sont inoffensives, sauf qu'une fois que les expériences ont eu lieu, en fait, ces expériences transforment complètement la vision du monde des personnes que l'on accompagne. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un, dans une logique d'accompagnement individuel, quelqu'un a des difficultés pour parler en public, je dis que je suis très curieux de comprendre quelles sont ces difficultés-là. Et donc, je vais inviter la personne à faire l'expérience de parler en public et qu'elle prenne des notes très précises pour me dire alors, qu'est-ce qu'elle a pensé, qu'est-ce qu'elle a ressenti, où ça s'est passé, à partir de quel moment c'est devenu particulièrement difficile, etc., etc. Mais en fait, tout ça, ce sont des subterfuges qui sont que, pour une première fois, elle aura pris
la parole en public, elle ne sera peut-être pas morte à cette occasion-là, donc ce qui nous donnera finalement l'occasion d'aller plus loin pour renforcer sa façon d'être plus à l'aise. Et on va faire la même chose avec les équipes, on va leur dire, bah, écoutez, par exemple sur un comité de direction sur lequel je suis intervenu, ils voulaient que je les accompagne pour les aider à améliorer l'efficacité de leurs réunions de comités stratégiques au cours desquels ils discutaient d'un certain nombre de sujets extrêmement importants, extrêmement délicats. Et en fait, je les ai invités au cours d'un séminaire à choisir un sujet de discussion à propos duquel ils étaient sûrs de s'engueuler, ils étaient sûrs d'avoir des discussions difficiles entre eux. Et je leur ai demandé donc de traiter ce sujet devant moi pour que je puisse repérer comment ils s'y prenaient tous comme des patates dans l'art et la manière de discuter du sujet afin de pouvoir leur donner quelques conseils pertinents. Sauf que c'est difficile de s'engueuler sur commande, sauf qu'ils ont discuté d'une manière extrêmement constructive de ce sujet-là, ce sujet difficile qu'ils avaient choisi. Et donc, pour la première fois, ils faisaient une expérience. Alors, on parle d'expérience émotionnelle correctrice du point de vue de l'approche de Palo Alto. Ils ont fait une expérience, en fait, qui leur a montré qu'ils avaient toutes les compétences et tout le savoir-faire pour discuter d'un sujet délicat, si tant est qu'ils s'y prennent peut-être d'une manière un peu inhabituelle. Donc, une fois que l'expérience a eu lieu, elle laisse des traces. Elle est la preuve incarnée de leur capacité à faire différemment. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec cette approche. C'est comme ça qu'on produit le changement. On crée des expériences et une fois que les expériences ont eu lieu, ben, c'est toujours beaucoup plus difficile pour revenir en arrière. Et donc, en fait, la 5e compétence que l'on va travailler à l'occasion de la formation, eh bien, ce sera la compétence de consolidation du changement, parce que quels que soient les accompagnements, que ce soit le déblocage d'une situation conflictuelle ou que ce soit un accompagnement au changement, on a toujours un travail de consolidation à faire pour pouvoir terminer notre intervention. Et ce travail d'accompagnement, de consolidation du changement va consister essentiellement à travailler autour des conditions de la rechute, on pourrait dire, des conditions d'un retour en arrière. En fait, on va exprimer, on va travailler ouvertement à une réflexion sur les événements susceptibles de provoquer un retour en arrière, ou sur l'art et la manière de s'y prendre les uns et les autres pour ramener la situation en arrière, pour les situations difficiles. Alors, pas pour que les gens en aient conscience, mais plus pour que les personnes ne puissent pas faire semblant de ne pas savoir qu'elles savent comment s'y prendre, en fait, pour ramener la situation en arrière. Voilà, passer très rapidement les principales compétences travaillées à l'occasion de cette formation de niveau 1. Voilà, je vais juste vous dire que les prochaines formations qui sont prévues auront lieu. Alors, il y en a une qui va démarrer bientôt, à laquelle je crois Ogba est inscrit, 13, 14 et 15 septembre, deuxième module 25, 26 et 27 octobre, et on en a une prochaine qui est aussi prévue 22, 23, celle que j'ai appelée session d'automne, qui est prévue le 22, le 23 et 24 novembre, et 13, 14 et 15 décembre. Et donc c'est moi qui anime systématiquement ces formations, alors que les formations de niveau 2, je les anime avec mon collègue Claude Duterme. On travaille ensemble aussi depuis 25 ans et on a beaucoup de plaisir à partager avec vous un peu toute l'expérience que nous avons pu acquérir au cours de toutes les interventions que nous avons réalisées ensemble. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation rapide et je me rends disponible pour répondre à toutes les questions que vous avez les uns et les autres,
ou des témoignages qui pourraient être appelés. Là, je vois qu'il y a Ilona, Eric, Sarah, pour les uns et pour les autres, si vous voulez ajouter quelque chose qui aurait pu échapper à ma présentation ou que vous voulez renforcer, parce que c'est lié à votre perception. Je veux bien Vas-y. parler de renforcer. Alors moi, succinctement, moi je suis entraîneur de handball et j'ai entamé un processus de travail sur l'approche Palo Alto et notamment avec Olivier dans un cursus à l'Institut Repère. Renforcer une seule chose, ce qui est surprenant dans l'approche de Palo Alto et dans la systémique, c'est vraiment le côté paradoxal, c'est-à-dire c'est autre chose que tout ce qu'on peut faire. Ça correspond au process, quoi. C'est l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer pour aller vers des solutions. C'est justement pas chercher des solutions, c'est tout ce qu'a développé Olivier. Et moi, j'ai été bluffé dans ce niveau 1. Euh, je pourrais rajouter que ça m'avait marqué aussi parce que je suis certifié en clean language et que c'est quelque chose qui est assez cousin. C'est-à-dire qu'il y a un questionnement ouvert, Olivier l'a dit, il y a du contre-pied, il y a de l'espièglerie et c'est vraiment très particulier et très intéressant et pertinent. Voilà, moi je me suis inscrit euh, au prochain module de niveau 2. Olivier, en plus, sans faire est quelqu'un de très subtil, donc je vous invite. Merci Eric pour ce témoignage. Ina, peut-être qu'est-ce que tu rajouterais, toi, Ina? Alors, bonjour à tous. Donc moi, ça date un petit peu. C'était en 2019 que j'ai donc suivi ce module, module 1. Et moi, ce qui m'avait aussi frappé, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est le fait que ça soit partagé en deux temps, 2 fois 3 jours, parce que bon, il y a énormément d'informations et de changements de paradigme et de façon de penser à intégrer à la fin des 3 jours. Donc, c'est super bien d'avoir un petit temps de digestion. Et en fait, quand on s'est retrouvés sur les deuxièmes trois journées, bah, on a pu constater qu'il y avait déjà pas mal de choses qui avaient travaillé chez les uns et les autres. Et on a pu travailler sur des situations concrètes de personnes dans les entreprises. Et c'était très précieux d'être pas uniquement dans une approche théorique, de cette approche de Palo Alto, mais d'avoir des situations réelles et concrètes à travailler et à dénouer, voilà, grâce à cette approche. Merci, merci Ina. Et je voudrais rajouter aussi que tu m'as donné un coup de main pour traduire le jeu que j'avais conçu, qu'on utilise à l'occasion du premier module de la formation, le jeu Resolvia, qui au départ nous aide à analyser un certain nombre de situations. Et toi, tu m'as aidé à le traduire en allemand. Donc on a le jeu, maintenant je l'ai en 6 langues, avec allemand, italien, espagnol, français, anglais, portugais depuis peu, et puis en arabe, il arrive. On a une traduction qui va arriver aussi en arabe, donc c'est très sympa. Moi, je rêve du groupe au jour où il y aura tout le monde autour de la table, comme ça, et puis chacun avec le jeu dans sa langue, sur une équipe multiculturelle, et puis on analysera comme ça. Peut-être, Sarah, est-ce que tu peux donner un témoignage, toi, comme euh, qui t'est formé il y a si longtemps à l'approche de Palo Alto? Oui, j'ai dû suivre ta formation en 2010, non, je pense. Je sais plus, ça fait longtemps, Je sais longtemps. plus. Donc, ben, moi, je te l'ai déjà dit, hein, pour moi, Olivier, c'est le maître en systémie. Et je ne suis pas payée par Olivier, hein. Mais vraiment, ta formation, elle était bluffante. Moi, j'avais l'impression que tu m'avais changé ma façon de penser. J'avais Mhm. l'impression que tu avais pris mon cerveau et puis que tu avais renversé mes repères et ma façon de voir les choses. Et même encore aujourd'hui, même pour moi, je m'en sers à la fois, bien sûr, personnellement, mais je m'en sers aussi professionnellement et notamment en coaching. Et donc, j'ai commencé à tester ton jeu. Ah, super. Donc, c'était génial. C'est génial de voir quand, des fois, en 20 minutes, 25 minutes,
voire des fois moins, on arrive à détecter la boucle interactionnelle. Et puis moi, ce que j'adore, c'est voir dans les yeux des personnes, c'est le «Ah ouais, ben ouais, c'est ça, c'est effectivement ça». Super. Et donc, et hop, et ça crée et ça va créer cette dynamique de changement. Donc, ben moi, la formation d'Olivier, faites-la, hein. Moi, ça me donne même envie de la refaire, tu vois, ta formation, dans la façon dont tu la présentes. Tu es la bienvenue. Voilà. Bienvenue. J'ai vraiment envie de me réinscrire et puis aussi de faire, ben, j'imagine, la suite, c'est le niveau 2, hein, si Oui, c'est ça, oui. Oui, j'ai oui. bien compris. Donc, et puis, je te trouve en plus hyper pédagogue, hyper patient. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ton absence de jugement Mhm. quand on explique nos situations. Et donc, et on sent vraiment qu'on a le droit à l'erreur et on sait que de toute façon, nos erreurs seront de toute façon source d'apprentissage. Oui, Donc, super. voilà, moi, j'adore ton humour, ta pédagogie, c'est hyper clair. Et puis, je te trouve toujours puissant quand tu nous aides à analyser nos propres situations, nos propres cas. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai toujours mon Olivier sur, sur mon épaule. Et je me dis, qu'est-ce que me dirait Olivier? Super. Merci, merci Sarah. Oui, Mourad, je crois que tu avais une question. Tu as levé la main. c'est ça. J'ai deux petites questions. La première, dans un accompagnement au niveau d'une entreprise, vous avez parlé d'un certain nombre de séances. En moyenne, c'est combien de séances? Alors, en général, c'est entre 5 et 8, par exemple. 5 Tu et vois, 8 séances. D'accord. après. Hein. Et ce sont souvent des séances d'accompagnement qui durent une journée complète. Donc, c'est 5 à 8 jours d'intervention, au cours desquels je vais composer le programme un peu à ma convenance. Ça, c'est ma responsabilité. Et ce programme va être matiné d'accompagnement individuel et ou d'accompagnement collectif. En fait, je découpe la journée qui a lieu à peu près toutes les 5 à 6 semaines, tu vois, et selon les besoins de la situation, dans ces interventions collectives, eh bien, même dans une intervention collective, je peux mettre une petite dose d'accompagnement individuel parce qu'il y a des personnes qui vont plus mal que d'autres, parce que c'est plus difficile pour certaines personnes, parce qu'il faut aussi un temps peut-être privilégié avec le ou la dirigeante de l'équipe, etc., etc. Voilà. Donc moi, je vends 7 journées d'accompagnement et après, le programme est libre selon les besoins de l'évolution, liés à l'évolution de la situation. D'accord, merci beaucoup. Ma deuxième question, c'est que, bon, là, j'ai bien compris que ça permet de résoudre des conflits, des tensions, peut-être même des crises qui peuvent être ouvertes. Est-ce que ça permet aussi de travailler sur la performance d'une équipe? Ou pas. Oui, bien sûr, ça permet de travailler sur la performance d'une équipe. Si le sujet de difficultés récurrentes, ça a toujours été on cherche à être plus performant et on n'y arrive pas, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Alors effectivement, on va rentrer par un diagnostic interactionnel pour comprendre quel est le point de vue de chacun et pourquoi tout le monde bloque sur la performance. D'accord, j'ai compris. Merci Voilà. beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou un autre témoignage? Parce que je vois qu'il y a encore Ilona, vas-y, oui. Ouais. Je rebondis sur la question sur la performance d'une équipe. Je pense que ce qui est très puissant dans la démarche et dans le diagnostic interactionnel, c'est qu'on s'intéresse, comme tu dis toujours, Olivier, à la banalité du quotidien des équipes. Et c'est quand même une formidable méthode pour écouter les équipes et comprendre ce qui fait que de manière récurrente, les équipes ne sont pas performantes parce que ce qu'on appelait dans mon entreprise, il y a des cailloux dans la chaussure et que ils sont pas visibles, mais tous les jours, ça fait, enfin, à chaque fois qu'on marche, on a mal. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une méthode qui est tout à fait adaptée. Il y a aussi une autre manière d'approcher les problématiques que tu nous fais travailler, qui est de travailler sur les inconvénients au changement. Ah C'est-à-dire oui, quand on veut préparer les changements, oui, plutôt que moi, ça m'a beaucoup marqué. Hein, on passe toujours. J'étais longtemps manager. euh, on, on- on est quand même très doué pour trouver tous les stratagèmes pour convaincre. Et finalement, tu nous expliques qu'il faut arrêter d'essayer de convaincre. Il faut plutôt travailler sur les inconvénients au changement. Et ça, moi, du coup, ça m'a permis de faire une proposition à un, j'espère, futur client pour que de manière très fluide, il puisse, quand il propose en fait des systèmes d'information à ses clients, on puisse aussi accompagner ses clients
dans le changement et l'acceptation de ces nouveaux systèmes d'information. Mais je crois que tu m'as dit d'ailleurs qu'il avait été assez sensible à cette idée de travailler un peu sur les inconvénients du changement. Alors là, c'est un autre, pareil, un autre prospect qui, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble sur sa demande, en fait, en 1 heure et demie, il s'est rendu compte que le problème, c'était déjà lui et la manière dont, dont en fait, il abordait le sujet. Et par le questionnement, en fait, au bout d'un moment, c'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure, j'ai vu ses yeux s'éclairer. Ah, mais en fait, c'est moi, la manière dont j'interviens, qui crée le problème. Bah oui, en fait. Et après, effectivement, on va travailler sur l'accompagnement des inconvénients du champ. Super. Et je rejoins complètement Sarah sur la qualité de ton accompagnement et la qualité de la formation. C'est un vrai bonheur de passer ces 2 fois 3 jours avec toi et avec le groupe. Merci, merci, merci Ilona. Et Stéphanie, alors, depuis le Togo, elle s'est sauvée? Elle est plus là, Stéphanie? Non, 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 je suis là, j'arrive juste pas à brancher ma caméra. C'est pas grave. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en même temps que tu parlais, Olivier, je voyais tout de suite des applications dans la diplomatie. Mhm. Alors, on en a déjà parlé, et c'est vrai que je cherche sur Internet et je ne trouve aucune occurrence qui rapproche la systémique de la diplomatie. Et voilà, moi, je suis vraiment face à des situations où, effectivement, on joue un rôle, on fait du plaidoyer, et puis on essaye de faire avancer des situations. Mhm. Et évidemment, ça avance pas, quoi. Mhm. Euh, donc, c'est intéressant, je trouve, en diplomatie, parce qu'on se trouve dans des blocages, hein, clairement. Mhm. Voilà. Donc, si quelqu'un un jour tombe sur quelque chose en lien avec systémique et diplomatie, ça m'intéresse. Non, en fait, Stéphanie, il y a Marie-Catherine Bateson qui, elle, travaillait beaucoup dans cette logique-là. Donc, il faut plutôt aller rechercher des articles qu'elle nous aurait lésés, parce qu'elle est malheureusement décédée l'année dernière. Mais c'est elle qui était le plus avancée sur diplomatie et approche de Palo Alto, en fait. Écoute, merci pour cette référence, je vais regarder. Et puis, comme je te l'ai dit, moi, je l'applique autant que possible dans ma situation quotidienne, à la fois personnelle et puis professionnelle. Mais au-delà de ça, moi, je trouve ça intéressant de l'appliquer à d'autres champs aussi, à l'analyse de situations. Moi, je suis en Afrique et je travaille sur des programmes. Des programmes européens, des politiques culturelles. Et je trouve que de commencer par analyser les interactions est un bon point de départ. Et moi, je me suis dit d'ailleurs que j'allais peut-être écrire un article juste pour faire connaître un peu la systémique et Oui, avec quelques exemples. oui. Parce que je travaille avec des acteurs culturels dont il s'agit aussi de conduire, enfin d'amener à évoluer, à changer certaines pratiques. Et on a discuté, toi et moi, de ce que ça, comment m'y prendre en fait, pour ne pas m'épuiser aussi, à les pousser dans un sens plus Exact, vite qu'ils ne veulent, ne peuvent, etc. exact, exact, exact. Et il y a cette opportunité que tu m'as créée aussi avec le Centre pour la paix et la réconciliation sur le Rwanda aussi, Stéphanie, où il y aurait aussi des travaux à faire avec cette approche interactionnelle. En fait, on se pose toujours la question d'un langage universel, mais les interactions, quelque part, c'est un peu un langage universel, quoi. On voit bien que c'est transdisciplinaire, transculturel, enfin, je- sur toute la surface de la Terre, quel que soit l'endroit où on agit, finalement, on est aux prises avec des interactions. Et donc, grâce à l'approche de Palo Alto, apprendre à lire ces interactions, apprendre à ajuster son positionnement stratégique, ça crée vraiment des ouvertures dans tous les domaines, hein, en fait. Mais je vois que tu as donné ou tu vas donner une formation au Maroc. J'ai vu ça aussi, où tu as déjà donné une formation. Et j'imagine que ça doit être intéressant aussi de voir dans un autre contexte culturel, justement, comment ça s'applique. Oui, 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 oui. Oui, sachant que celui où je préférerais aller, ce serait au Burundi, tu le sais bien. Oui.
Mais oui, oui, oui. Mais ils sont pas prêts. Il faudrait qu'on les clientélise. Peut-être, peut-être. C'est très certainement. Ok, est-ce qu'il reste d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ogbar, oui? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Olivier. En fait, je suis coach, je suis spécialisé dans le coaching performance commerciale. Mes clients et mes prospects sont essentiellement des entités commerciales, donc c'est un peu la fonction commerciale qui m'intéresse. Et j'utilise beaucoup le coaching orienté solution. Oui. Alors, je me demande si l'approche systémique Palo Alto, elle est plus orientée solution ou elle est plus orientée problème? Elle est plus orientée problème, Ogba. C'est l'approche orientée solution, c'est la cousine de l'approche de Palo Alto qui, elle, est orientée problème. Mais c'est un peu la même idée quand même. Enfin, la grande différence entre ces deux approches, c'est que l'approche orientée solution cherche ce qui a fonctionné jusqu'à présent et essaye d'élargir le contexte d'utilisation de ce qui avait fonctionné jusqu'à présent. Alors que du point de vue de l'approche de Palo Alto, on cherche à repérer ce qui bloque principalement et à faire très différemment par rapport à ce qui bloque principalement, très différemment, c'est-à-dire surtout pas quelque chose qui soit plus de la même chose, qui continuerait à renforcer les blocages. D'accord, Voilà, c'est mais très c'est deux clair. cousines. C'est bon. D'accord, C'est vraiment deux cousines, deux approches cousines. ça marche. Une autre question? Moi, je voudrais savoir pour le niveau 2, si vous envisagez peut-être de le proposer en ligne. Je pense que pour l'instant, et à nouveau, ça se fait uniquement en présentiel et sur Paris. Est-ce que vous avez des projets pour peut-être Alors, proposer alors autrement? Parce que pour des personnes qui ne sont pas sur Paris, d'avoir aussi des placements sur Paris, c'est assez contraignant, en tout cas pour moi pour l'instant. Pas de souci, Ina. En fait, dans cette formation de niveau 2, il se trouve on est souvent dans un panachage parce que on a, sur le premier groupe, on avait des personnes qui étaient en Afrique du Sud et une autre qui était dans les Antilles, tu vois, dans le même groupe. Donc, on a panaché. L'idée, on essaye de maximiser les temps en présentiel, tu vois, mais on voit bien que c'est pas réaliste. Enfin, on arrive à constituer des groupes qui sont des groupes élargis, et donc on matine présentiel et distanciel, en fait, selon les possibilités, selon les inscriptions. On essaye de trouver des solutions pour tout le monde, en fait. Tu vois. Donc, tu auras le droit de rester à Marseille, mais il faudra quand même que tu viennes nous voir un petit peu à Paris, parce que sinon, tu vas nous manquer. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci Au Olivier, au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir tous. Au revoir tous. Merci, au revoir.